mandat qui va poursuivre dans la même lancée que M. Bobo Ndoya, en parlant ici des conditions sanitaires pour la reprise efficiente des activités sportives nationales, parce que c'est notre préoccupation en ce moment. La parole, Monsieur le Président de l'orateur qui m'a précédé, le Président Mounjouya Sédou, pour définir un peu les termes de la présentation. Donc, les conditions sanitaires pour une reprise efficiente, c'est-à-dire efficace à moins de coûts, des activités sportives nationales. Alors, pour le rassurer sur le ou la Covid, comme il a pu choisir les mêmes images que moi, ce nom vient de l'aspect en couronne de ce virus à ARN qu'on appelle coronavirus et qui, bien entendu, a déjà eu d'autres efficiences par le passé. Syndrome respiratoire bas, syndrome respiratoire bas qui est la grande un peu passé par l'introduction, savoir à quel moment le virus a croisé le sport. Le président Sédou en a parlé un peu tout à l'heure, je vous en dirai un mot. Ensuite, on fera un état des lieux sur la situation de la pandémie, puis on fera un état de nos connaissances. Les directives en vigueur pour savoir ne pas sortir des clous, c'est important. Ensuite, nous verrons les objectifs d'une reprise efficiente. Quels sont les moyens dont nous disposons pour pouvoir assurer cette reprise? Et enfin, on va un peu s'engager sur le plan pratique en essayant de donner des indications, en sachant, comme l'a dit le secrétaire général, que tous les sports ne sont pas identiques. Diapositive suivante. Donc effectivement, c'est en mars 2020 que la pandémie apparaît sur le territoire national. Et très vite, sur votre instruction du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président Sédou a parlé essentiellement de la mesure numéro 4, mais la mesure numéro 5, explicitement dans ces directives. La FENASCO et les Jeux universitaires. Il n'y avait donc pas d'interdiction formelle de la pratique des activités sportives. C'est implicitement que le football a été impacté par la résolution 4, mais aussi le déplacement urbain, interurbain, les transports, voire même les réquisitions, ont rendu difficile la pratique du sport. Et c'est ce qui a entraîné, au niveau national, comme au niveau international, une vaste hésitation, parce qu'à un moment donné, certains pensaient qu'ils pouvaient continuer à pratiquer le sport, d'autres estimaient qu'il fallait arrêter, et il a donc fallu que chaque fédération prenne une décision, soit en fonction des directives, parce qu'elles ne pouvaient pas pratiquer le sport dans de bonnes conditions, notamment en termes d'équité, soit alors sur instruction de leur instance internationale, comme ça a été le cas de la FIFA. Et même à ce niveau-là, il a fallu encore prendre une décision au niveau national s'agissant de la FECAFOOT. Donc, diapositive suivante. Donc, quelle est la situation de la pandémie à l'heure actuelle? Et sur la diapositive suivante, j'avais mis en bleu, au moment où on arrête les activités sportives, nous avons 10 cas. Puisque dans son allocution, le Premier ministre dit le nombre de cas, aujourd'hui, le 17 mars, qui était à 10. Il n'y avait pas de décès, il y avait 10 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 17 255 cas, donc à peu près 400 décès, avec 15 320 guéris, et c'est à ce moment-là qu'on décide de reprendre les activités sportives. C'est pour ça que j'ai parlé du paradoxe des chiffres, dont les chiffres ne peuvent pas rendre compte de l'évolution de la pandémie. Les chiffres, c'est une inscription dans le temps, c'est le vécu, la perception qu'on a de cette pandémie, qui peut nous permettre de décider ou pas de reprendre une activité sportive, conformément aux autres épidémies, aux autres pandémies que nous avons eues après les 255, diapositive suivante. La reprise des compétitions sportives à l'étranger, depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, et surtout l'inadéquation entre les prédictions. Il faut savoir que les algorithmes, les différents algorithmes qu'on utilisait pour prévoir le pic au niveau africain, en particulier le 15 juin au Cameroun, donnaient des prédictions qui étaient quasi apocalyptiques. Prévoyaient fermeture des hôpitaux, des morts partout, etc. Rien de tout cela ne s'est passé, donc il y a quand même eu une bonne résistance au niveau du Cameroun, en particulier de l'Afrique en général, s'agissant de cette pandémie. Et c'est de là qu'est née la volonté des autorités sportives, et notamment du ministre de l'Enseignement, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, et du président du Comité national olympique et sportif, pour pouvoir envisager d'une manière ou d'une autre, à l'instar de ce qui se fait sous d'autres latitudes, de reprendre les activités sportives en tenant compte des directives et
de la situation sanitaire sur le plan local. Cette rencontre a eu lieu le 17 juin 2020. Diapositive suivante. Beaucoup de choses sont dites, les gens lisent beaucoup de choses sur le net, ce qui fait beaucoup de mal à l'heure actuelle à cette pandémie, en particulier à la population. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ceux qui font la maladie sont asymptomatiques et les autres pourront développer des signes cliniques. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ceux qui vont développer des signes cliniques, parmi eux, certains vont avoir des formes bénignes et d'autres des formes compliquées. On ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi, parmi les formes compliquées, certains vont décéder et les autres ne vont pas décéder. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Vous pouvez être marié, dormir dans le même lit, votre femme fait l'infection à virus grave, vous dormez avec elle 10-15 jours et vous ne la faites pas du tout. On a plein d'exemples comme ça sur le territoire national, parmi les personnalités de personnes qui ont fait l'infection et qui, à côté d'eux, personne d'autre n'a fait l'infection. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on sait? Ces gouttelettes de salive, elles surviennent classiquement, comme je suis en train de le faire, lorsqu'on parle de vie ou mort. Si vous parlez doucement, en général, il n'y a pas de souci de transmission. Il y a des gouttelettes de salive qui passent dans les voies respiratoires et qui descendent dans le poumon. Voilà comment est essentiellement faite la première contamination de la maladie. La deuxième contamination est aussi celle qu'on appelle l'aérosol. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un espace confiné, les gouttelettes se mettent en suspension pendant un certain temps au niveau de l'aération, et à ce moment-là, vous pouvez aussi être contagieux. Et puis l'acide oxydable ou sur du bois peut rester là pendant 2 ou 3 jours. Il peut rester 24 heures sur la porte de votre voiture, ou sur du cuivre. Donc, toute l'importance, là aussi, de se laver régulièrement les mains, avec du savon, parce que le virus est une protéine. Donc le savon, ça je tiens à vous le dire, est plus efficace que le gel hydroalcoolique. Il faut bien le savoir. Hein? Donc certains, le gel hydroalcoolique est plus pratique, on l'utilise, on fait tout ça, mais le savon est plus efficace. Certains gels ou certaines solutions hydroalcooliques vont simplement fixer le virus et peut encore être actif à ce moment. Donc on connaît le mode de contamination, le diagnostic de la maladie, je reviendrai sur les tests diagnostiques plus en avant, mais c'est essentiellement les symptômes. Les symptômes sont essentiellement respiratoires et peuvent aller d'une petite toux sèche à la détresse respiratoire, en passant par tous les autres petits signes qui peuvent orienter vers la maladie. L'évolution naturelle de cette maladie, 2 et 4%. En termes d'évolution naturelle. Autrement dit, pour ceux qui vont naturellement vont en guérir, avec ou sans traitement. Avec ou sans traitement. Il n'y a que 5% qui vont faire des symptômes qui nécessiteront une prise en charge. Et dans ces 5%, une moitié d'entre eux vont décéder. Et en général, c'est le cas soit des personnes âgées, soit des personnes ayant une comorbidité. Mais on sait aussi que des personnes qui n'ont pas de comorbidité, des gens dans la fraîcheur de l'âge, ont fait des formes graves et sont décédés sans qu'on puisse véritablement savoir pourquoi. Il y a un combat de la pyramide des âges chez les enfants que pour l'instant, il est quasiment avéré que les enfants ne font pas la maladie. Et en plus, ce qu'on pensait au début de l'épidémie, les enfants ne transmettent pas la maladie. Ils ne la font pas, ils ne la transmettent pas. C'est la raison pour laquelle, initialement, on avait fermé les écoles, notamment les écoles primaires, et puis on les a réouvertes. Et même quand on a rouvert les écoles, on a supprimé les mesures de distanciation à l'intérieur des écoles parce que ça n'avait pas d'utilité dans la mesure où on s'est rendu compte que les enfants ne portent pas, ne transmettent pas et ne font pas la maladie. Il y a bien entendu dans la littérature des exceptions, mais véritablement, ça reste des exceptions. Voilà. Donc, on connaît lutter contre la propagation. Le masque, c'est effectivement un traitement. Alors, je ne reviendrai pas sur le débat de l'hydroxychloroquine, oui ou non, parce que pour l'instant, scientifiquement, même si pratiquement il y a un frémissement pour que ce soit scientifique ait démontré l'efficacité de l'hydroxychloroquine versus l'évolution naturelle. En plus de ça, là aussi, on a de nombreux cas sur le territoire, notamment à Yaoundé, et toujours au niveau des personnalités. J'ai en tête ce directeur d'une grande société nationale qui avait raflé toutes les pharmacies de la ville en hydroxychloroquine et qui a quand même fait la maladie et qui en est décédé. Et pourtant, il était sous hydroxychloroquine. Certains médecins aussi, je ne citerai pas les noms. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif que cela vous protège. Donc,
Et en plus, on a quand même remarqué dans la population que plus on supportait Marseille, plus on était supporters de l'hydroxychloroquine, puisque Raoult était originaire de Marseille. Nous, les supporters du PSG, bien entendu, on a un peu plus de mal avec l'hydroxychloroquine. En termes d'immunité et de vaccination, il faut bien savoir que aujourd'hui, et le dernier article qui est sorti date de Science, que j'ai eu il y a 48 heures, il n'y a pas encore de vérité sur l'immunité. C'est la raison pour laquelle le vaccin pose problème. Parce qu'aujourd'hui, même si on développe des anticorps, c'est-à-dire il y a deux types d'immunité. Il y a une immunité cellulaire et il y a une immunité par le biais des anticorps. Et les anticorps sont produits à partir du 7e jour et on les voit disparaître progressivement au 30e, au 40e jour. Donc aujourd'hui, avec le recul de 6 mois de la pandémie, on sait qu'on a une immunité lorsqu'on a contracté la maladie d'environ 2 à 3 mois. Au-delà, on ne peut pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer. Et ça aussi, ça aura une incidence tout à l'heure quand je vous parlerai des tests, que ce soit les tests RT, les tests virologiques ou alors les tests sérologiques qu'on appelle aujourd'hui tests rapides. Diapositive suivante. Qui concerne le sport, et j'ai lu le dernier communiqué du ministre qui nous l'a rappelé si justement, il y a donc des traits concernant les débits de boissons, les transports, mais en ce qui concerne le sport, la grande mesure, à savoir la numéro 5 concernant les sports scolaires et universitaires et la numéro 4 concernant la limitation du nombre de personnes à 50 est toujours en vigueur, même si celle-ci n'est pas extrêmement bien respectée sur le territoire, notamment à l'occasion de notre manifestation, et essentiellement une manifestation festive ou funéraire. Donc, le port obligatoire du masque, qui est venu s'ajouter à ces mesures, qui n'était pas préconisé au début et qui maintenant est obligatoire dans tous les lieux publics. Les mesures de distanciation de l'OMS, à savoir garder une distance minimum d'1 mètre avec les personnes, ou alors porter le masque, et à ce moment-là, on peut réduire cette distance, mais surtout ne pas oublier, chaque fois qu'on passe d'un lieu à l'autre, chaque fois qu'on touche quelque chose, de se laver les mains, et éventuellement, si on éternue, si on tousse, de mettre le coude. Et en plus, il y a des mesures qui ont été imposées, parce que nous sommes des fédérations qui sommes chacune d'entre nous affiliées à une fédération internationale. Et il y a des mesures propres à certaines fédérations internationales, et là aussi qui sont en fonction du type de sport pratiqué et de la qualité de ce sport. Diapositive suivante. Premièrement, comme l'a dit le ministre dans son communiqué, il faut ne pas favoriser de façon progressive. Cela passe par le respect des directives, de la distanciation et des mesures barrières. Ensuite, il faut garantir la sécurité sanitaire de tous les acteurs et de tous les intervenants, quels que soient les niveaux, qu'on soit au niveau amateur, qu'on soit au niveau professionnel, qu'on soit au niveau compétitif, qu'on soit au niveau des entraînements, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les dirigeants, il faut pouvoir garantir la sécurité sanitaire de toutes les personnes qui interviennent au moment où on parle de cette reprise. Ensuite, il faut aussi, lorsqu'on pratique ce sport, permettre que les règles propres à chaque sport, et notamment à chaque discipline, et notamment que l'équité sportive soit assurée. Là aussi. Et ça nécessite, normalement, si on a une reprise, que cette reprise soit possible sur l'étendue du territoire. Il serait déraisonnable de dire qu'on joue au football à Yaoundé alors qu'on ne joue pas au football à Zidine. Si on joue au football à Yaoundé, on doit pouvoir jouer au football à Zidine. Et puis, le caractère efficient de cette reprise, c'est qu'elle doit se faire à un coût raisonnable. Et ça, c'est probablement la donnée la plus difficile, compte tenu déjà de la situation naturelle de nos fédérations et des activités sportives. Vous ajoutez à cela, comme l'a dit le président de la FECAFOOT, la situation induite par le coronavirus. C'est probablement la donnée la plus difficile dans cette reprise progressive des activités sportives. Diapositive suivante. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons? On en a déjà fait le tour des moyens dans la diapositive. Je réitère la nécessité de le porter, de bien le mettre, le masque. Ce sont des méthodes sûres pour éviter la propagation du virus. Or, c'est probablement le premier point de la reprise, c'est éviter la propagation. Ensuite, pour tout ce qui va se passer dans les établissements, que ce soit les centres de sport, que ce soit les différents lieux où on s'entraîne, où on pratique le sport, comme le basket, le volley, les hôtels en cas d'hébergement,
il faudra prévoir des protocoles de désinfection. Et des protocoles de désinfection réguliers. Théoriquement, après chaque entraînement, après chaque manifestation, il faut procéder à une désinfection. Désinfection des zones les plus fréquentées, désinfection des endroits où il y a eu le plus de monde. On reviendra là-dessus. Bien entendu, la prise de température, car elle est le premier signe évocateur, mais la prise de température n'est pas la maladie. Si on prend la température, il faut qu'elle soit confirmée par un test derrière. Et enfin, les tests diagnostiques, le test PCR, qui est le test virologique, c'est-à-dire celui qui va chercher le virus. C'est celui qu'on prélève par écouvillon, on vous met quelque chose qui n'est pas très agréable au fond de la gorge, au fond du nez, et on fait l'analyse. Alors celui-là, quand il est positif, vous avez la maladie. Mais par contre, il y a 30% de faux négatifs. Parce que quand on met l'écouvillon, il faut être sûr de trouver le virus. Si on ne le trouve pas, vous serez négatif, alors que vous pouvez avoir la maladie. Donc il faut savoir que ce test a 30% de faux négatifs. Donc il est très sensible, mais il n'est pas spécifique. Mais par contre, c'est le plus efficace au début de l'infection, parce qu'il est positif à 24-48 heures de l'infection. Alors que les autres tests, les tests sérologiques, les tests rapides, ne sont positifs qu'au bout de 7 jours. C'est très important à savoir dans la politique que vont avoir les différentes fédérations et les équipes dans la pratique des tests. Diapositive suivante. En pratique, quand on parle du sport, il faut distinguer compétition de loisirs, compétition de la compétition, le sport professionnel, le sport amateur, selon qu'on pratique un sport collectif, selon qu'on pratique le sport en plein air ou en milieu fermé, ça ne sera pas la même chose. Et en fait, selon que le sport ait une influence importante ou il n'en est pas. Et si le football est très impacté, c'est parce que le football réunit tout ce que le Covid aime. C'est-à-dire qu'il se pratique en milieu fermé, il y a des contacts, il y a énormément de monde, et c'est un sport collectif, donc 100%. C'est pour ça que je vous ai mis la photo du match Atalanta contre Séville, qui a été identifié comme étant un grand cluster de la propagation du virus au mois de mai, lors de ce match qui s'était déroulé à Milan, puisqu'Atalanta n'avait pas un stade assez suffisant. Et c'est partir de là que la pandémie a essaimé gravement, et à la fois en Espagne, par Séville, et en Italie, en février, 19 février, c'est ça, à Atlanta. Et donc, à contrario, je vous ai mis une super photographie du parcours du Golf Club de Yaoundé, où vous voyez à ce niveau-là, en termes d'influence, on n'est pas très embêté pour la pratique du sport. Diapositive suivante. La reprise. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Elle est fortement recommandée parce que lorsqu'on pratique une activité physique régulière, on développe des antioxydants qui n'ont aucun sportif qui ait fait une détresse respiratoire aiguë. Donc, pratiquer un peu le sport de façon régulière vous protège contre la forme grave de la maladie. Naturellement, bien dormir et bien s'alimenter, ça tous les sportifs le savent, respecter les gestes barrières, on l'a déjà dit, ne pas porter le masque quand on fait de l'exercice, parce qu'il réduit les anses respiratoires par différents phénomènes. Il y a l'humidification qui fait qu'il garde les virus, et en plus, on n'est pas à l'aise, on ne réussit pas bien, alors qu'en réalité, c'est l'objectif quand on fait du sport. Donc, la question est souvent posée, non, il ne faut pas porter de masque quand on court. La seule chose quand on court, il faut respecter les distances barrières. Et puis, il faut faire un examen médical. Qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, qu'on soit en sport collectif, il faudra faire un examen médical de reprise dans lequel il faudra faire figurer une radiographie pulmonaire, puisque c'est une maladie pulmonaire, et que les signes pulmonaires peuvent souvent être avant-coureurs. Un électrocardiogramme, car on sait qu'il y a une propension, pour ceux qui ont déjà des antécédents de pathologie cardiovasculaire, de faire une forme grave de la maladie. Et puis, bien entendu, un bilan biologique qui est classique, et là aussi faire un test virologique. Et avant, le test qu'on recommande, c'est le RT-PCR, c'est-à-dire le test virologique, la recherche, pas le test rapide. Il faudra faire le test virologique. Diapositive suivante. Donc, basket. Faire un test RT à toutes les personnes 48 heures avant cet entraînement. C'est la recommandation à l'heure actuelle. Il faut refaire un test tous les 14 jours. Pourquoi 14 jours? Parce que 14 jours, c'est la durée d'incubation de la maladie. C'est le moment où vous contractez le virus et le moment où vous exprimez les symptômes. La méthode d'incubation est de 14 jours. Donc, au bout de 14 jours, si on a une recontamination, si on n'a pas été contaminé et qu'on va l'être, il faut refaire un test à ce moment-là. Ce qui induit quand même une incidence financière lorsqu'on a un groupe collectif de refaire des tests systématiques tous les 14 jours. Ensuite,
Seuls les patients négatifs poursuivent l'entraînement collectif. Les autres sont pris en charge par le circuit du traitement, de la prise en charge, isolation et traitement. Il est conseillé de remettre le masque dès l'arrêt de l'activité physique et de reprendre la distanciation et les gestes barrières. L'apparition de symptômes au cours de l'entraînement chez un patient qui a été testé négatif, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de faux négatifs, impose l'arrêt, l'isolement et éventuellement le traitement. Donc ce n'est pas parce qu'on est négatif, forcément, qu'il faut se dire « ça y est, c'est gagné, je n'ai pas le virus ». Diapositive suivante. Lorsque ce sport, cette température parle, on fait le test. Si le test parle, on t'isole. Si tu as des signes, on traite. Voilà la séquence. Fermer les vestiaires. C'est ce qui est pratiqué à l'heure actuelle. En Europe, les vestiaires sont fermés. Éviter le partage de matériel personnel. Ça, véritablement, c'est très important. On ne se passe pas la serviette, la bouteille d'eau, etc., etc. Chaque matériel qu'on utilise est personnel. On ne le prête pas pendant les entraînements, même pendant les matchs. Le port du masque en dehors des séances d'entraînement et le respect des distanciations, là aussi, sont toujours en vigueur. Et enfin, le protocole de désinfection après chaque entraînement intéressant les zones les plus fréquentées et tout le matériel collectif utilisé. Diapositive suivante. Désinfecter régulièrement les moyens de transport pour les matchs et les entraînements. S'il y a un cas, ce qui est recommandé, surtout la cuisine et les équipements de distribution des repas. Il faut éviter de changer le personnel. Qui dit changer de personnel dit l'afflux de personnes et donc un risque contaminant plus important. Quand on est dans les clubs, si on a du personnel, même si de temps en temps ils vous agacent, vous les gardez parce que d'une certaine manière, ils vous protègent. Et enfin, je finirai là-dessus. Toujours respecter les mesures barrières car c'est la seule chose dont on est sûr. Je dis je finirai là-dessus parce que les deux dernières diapositives que je vais vous présenter, à savoir la séquence des tests, j'en ai un peu parlé, et la conclusion, n'ont pas survécu à la transmission de ma présentation sur l'ordinateur de la maison. Voilà. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Réponse. Nous en prendrons quelques-unes par rapport au temps qui nous est imparti pour cette session de conseil d'administration. Donc, si vous avez des préoccupations, veuillez les soulever et je pense que les panélistes répondront. Et je voudrais que vous indiquiez lorsque vous posez la question à qui cette question est essentiellement adressée. To Dr. Asiga, 3 questions. Straight to the questions. In fact, I followed you and you said children don't transmit, children don't carry, and children don't fall sick of the illness. Should children keep on wearing masks? That's the first question. The second one is, we've been talking of social distancing. When people are many in a hall, the way we are, and we respect 1 meter distance from each other, what about the virus which is in the air? That's the second question. The last one, what's your take on our natural and traditional herbs? I mean, the therapy, which is highly propagated today. Thank you very much. Docteur, en ce qui concerne le taux de mortalité, je ne sais pas si c'est un taux de mortalité à l'échelle mondiale ou celui du Cameroun. Et est-ce qu'il pourrait nous apporter des précisions en ce qui concerne le taux de létalité? Ça c'est un. Et la notion de maladie. Est-ce qu'un porteur d'un virus est qualifié comme malade tant qu'il ne fait pas des signes cliniques? Exposer ou les réflexions, quelque chose qui me paraît mériter à tout le moins l'attention en ce qui concerne la communication ou la production comment on appelle ça, tout ce qui cause, n'est-ce pas, la diffusion. Je voudrais parler d'un bien qui est
pourtant très courant ou de quelque chose qui est diffusé. Et je suis surpris de ne pas entendre des réflexions là-dessus. Je voudrais parler des billets de banque qui circulent et dont tous ne sont pas forcément des porteurs ou des modèles de propriété. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que les spécialistes peuvent nous rassurer là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas attraper le Covid-19 ou d'autres infections à partir du maniement des billets de banque dont certains parfois peuvent inciter, et on ne peut pas prononcer le mot, mais à vomir? Merci. Les enfants doivent-ils continuer à porter le masque s'ils ne contractent pas, s'ils ne font pas ou s'ils ne transmettent pas la maladie? Théoriquement, je dis bien théoriquement, non. Mais pratiquement, oui. Car, comme je vous ai dit dans la présentation, il y a des cas exceptionnels. Et en plus, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces mesures barrières, et ça me permettra de répondre à la question du président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, on sait que ces mesures barrières ont entraîné la diminution d'un certain nombre de maladies qu'on voyait classiquement, notamment les gastro-entérites. Tout simplement parce que de nouveau, on se lave les mains régulièrement, on utilise un gel, et donc forcément, ces maladies qui étaient fréquentes, notamment chez les enfants en particulier, les enfants sont sujets aux gastro-entérites, on ne les voit plus. Donc, dans le doute et dans la mesure où ça protège d'autres pathologies, on recommande aux enfants, quand ils sortent, comme les adultes, de porter le masque. Et en plus, comme ces enfants ont quand même vocation à grandir et qu'ils ne resteront pas tout le temps des enfants, c'est bon qu'ils prennent l'exemple tout de suite, qu'ils prennent l'habitude de porter le masque, parce que c'est ma conviction personnelle, le masque, on en a pour un petit moment. Ce n'est pas d'ici quelques mois, peut-être même quelques années, qu'on va devoir lâcher ce masque, car on en parlera peut-être, les vaccins sont toujours dans un horizon difficile et le traitement idem. Et il va falloir apprendre à vivre avec ce virus comme nous avons appris à vivre avec les autres virus. Aujourd'hui, il y a certains qui n'imaginaient pas mettre un préservatif, qui aujourd'hui mettent un préservatif, alors qu'on se souvient que lors de l'avènement du VIH, il fallait faire la guerre pour pouvoir mettre un préservatif. Voilà. Et là aussi, comme certains font le masque, vous le mettez quand vous êtes dans un environnement. Si vous êtes seul dans votre voiture, c'est pas la peine de mettre le masque. Quand vous dormez tout seul à la maison, vous ne mettez pas un préservatif. Hein? Ça, c'était la réponse pour les enfants. S'agissant de la distance, par rapport au fait que pourquoi un mètre de distance, alors qu'en réalité, il peut y avoir le virus dans l'air. C'était bien la question. Oui. Alors, le virus dans l'air ne se voit que dans des cas particuliers, ce qu'on appelle d'aérosols, de parties confinées, à l'intérieur. Mais généralement, si vous êtes à l'extérieur, il y a très peu de virus qui se baladent dans l'air à l'extérieur. Il faut des conditions particulières, et ce souvent sont des conditions d'enfermement. C'est dans ces cas-là que le phénomène d'aérosol se produit. À l'extérieur, il ne se produit pas. Par contre, ce qui est souvent le cas à l'extérieur, pour ceux qui veulent faire du sport à l'air libre, c'est de ne pas s'épuiser, de ne pas aller au-delà de ses limites. Parce qu'à ce moment-là, vous entraînez un problème sur votre système immunitaire, et même si vous étiez asymptomatique, vous pouvez devenir symptomatique. Donc même la pratique du sport à l'air libre doit se faire avec modération. Ne pas aller au-delà de ses forces, ne pas s'épuiser. Et la dernière question, c'était la médecine traditionnelle. Ça, c'est la grande question. Et comme je sais que dans cette salle, nous sommes beaucoup à utiliser la médecine traditionnelle, je ne vais pas me fâcher avec l'Assemblée, mais il faut savoir qu'elle répond aux mêmes interrogations que la médecine classique. Le débat qu'on a eu sur la chloroquine, on peut très bien l'avoir sur la médecine traditionnelle. Il y a certaines personnes qui vous disent, des groupes de personnes, parce que si c'était encore des individus, mais des groupes de personnes vous disent,
j'ai pris les cook, j'ai pris le Njinja et je me porte très bien. Non. Pour l'instant, il n'y a aucune étude scientifique qui a apporté le moindre début de réponse à tous ces traitements traditionnels. Je prends l'exemple de Madagascar pour essayer de sortir loin du territoire. À Madagascar, nous avons vu un traitement apparaître avec le soutien du chef de l'État. On a eu des conférences auprès des différents chefs d'État pour vendre ce produit. Et le ministre de la Santé malgache a déclaré que ça ne marchait pas. Et il a été retiré à Madagascar. Pas le ministre, ça va venir, mais le produit aussi. Donc, les traitements traditionnels, ça fonctionne comme des placebos. Si ça vous fait du bien, tant que ça ne vous fait pas de mal, consommez. Si ça vous fait du bien, tant que ça ne vous fait pas de mal. Je précise parce que j'ai mon frère aîné, même père, même mère, qui s'est mis à boire tous les matins une décoction chaude à base d'ail, de citron et de ginger. Au bout d'un mois, il a fait une perforation gastrique. On a été obligé de l'opérer en urgence. Alors, il peut dire qu'il a évité le Covid, mais il a gagné une perforation gastrique, une intervention. Donc, il faut éviter toutes ces décoctions, sauf si vous avez l'habitude de les prendre et qu'elles ne vous font pas de mal. On n'a pas encore eu d'assurance scientifique sur l'efficacité de ces produits. Mais ces produits sont testés. Il y a eu une instruction très forte du chef de l'État, renforcée par le ministère de la Santé. On a ici l'INPM et ces produits sont testés, y compris le produit de Monseigneur Cléda. Voilà. Ça, c'est pour la médecine traditionnelle. Les virus, en particulier les virus respiratoires, un peu comme la grippe, qui a une autre forme, et qui est aussi un virus ARN, on sait en général que leur mortalité varie entre 1-3%, maximum 5% selon le contexte. Ce sont des données avérées, vérifiées, et si on reprenait la diapositive sur les chiffres passés tout à l'heure, vous n'avez qu'à voir le nombre de contaminés, vous rapportez ça au nombre des décès, vous verrez qu'on est dans cette fourchette. On est dans cette fourchette au niveau international, malgré la gravité de certains pays et le fait que d'autres soient moins touchés. Alors, ce que je n'ai pas très bien compris, Président, c'est quelle différence tu fais entre létalité et mortalité? Parce que pour moi, c'est quasiment la même chose. Donc... Non, la mortalité, c'est par rapport à tous ceux qui ont été contaminés. Et la létalité, c'est par rapport à ceux qui ont développé le signes cliniques ou hospitalisés. Merci pour la précision. Alors effectivement, si on rapporte, le chiffre que je vous donne est rapporté à tous ceux qui ont été contaminés. C'est exact. Par contre, si on ne tient compte que de ceux qui ont fait la maladie, c'est-à-dire de ceux qui ont exprimé la maladie, de ceux qui ont été symptomatiques, ça me permet de répondre à la question de savoir si le fait d'être porteur du virus ou pas, on est malade. Théoriquement, on est porteur sain. Lorsqu'on est diagnostiqué positif au Covid et qu'on ne présente aucun symptôme, on est considéré comme porteur sain. Ça se voit dans le cas des hépatites. Les hépatites B, les hépatites C, il y a des porteurs sains qui ont l'hépatite mais qui ne font pas la maladie. Et d'autres qui vont développer la maladie. Mais aujourd'hui, la politique du conseil scientifique au niveau du ministère de la Santé, c'est de considérer que tous ceux qui sont positifs sont traités comme s'ils étaient malades. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est la politique que nous avons choisie. Mais en tout état de cause, diagnostiquer positif ne veut pas dire malade. Et lorsque vous êtes diagnostiqué positif, vous avez 95% de chances de passer au travers, de ne même pas faire la maladie. Enfin, la dernière question du président de la Chambre de conciliation, M. Dupoum, concernant les billets de banque. Oui, vous avez parfaitement raison. Les billets de banque sont des porteurs de différentes pathologies. Et sur un temps relativement court, ils peuvent porter le virus. C'est toute l'importance de se laver fréquemment les mains. Pas seulement les billets de banque, tout ce qu'on peut toucher, le virus peut se déposer partout. Je vous prends un exemple, le grand basketteur, je m'adresse
au président Tendon qui connaît cette histoire, le grand basketteur Rudy Gobert français, juste au début du virus, il fait une plaisanterie devant les journalistes en disant « Je vais vous transmettre le virus » et il touche tous les micros. Et il était positif et il a transmis la maladie en touchant les micros uniquement. Il a été obligé de s'excuser publiquement parce qu'il plaisantait, mais au moment où il faisait cette plaisanterie, il ne connaissait pas sa situation. Il ne savait pas qu'il était positif. Donc, comme je viens de passer sur le pupitre, ou bien comme le président Seydou est passé avant moi, s'il est positif, que je touche, je ne me lave pas les mains, je les mets à la bouche, etc., j'ai une chance de contracter la maladie. J'ai une chance. Donc, c'est important de se laver les mains là-dessus. Par contre, Monsieur le Président, la Chambre de conciliation, même si certains biais font vomir, on va quand même continuer à les prendre. Merci, Monsieur le modérateur.